Ici le compteur. Avant de plonger dans l'histoire du jour, pensez à vous abonner, activer la cloche et mettre un j'aime si vous aimez nos récits. C'est grâce à vous que l'aventure continue. Maintenant, place à l'histoire. Ferme les yeux. Laisse le murmure du vent caresser tes pensées, comme s'il glissait sur les hautes cimes des Andes. Imagine un soleil levant qui éclaire les plaines infinies, les forêts tropicales et les villages perdus, là où l'histoire a laissé son empreinte silencieuse. Tu entends au loin le galop d'un cheval, les pas d'hommes et de femmes qui rêvaient de liberté, et au cœur de cette épopée, un nom résonne encore, Simón Bolívar. On l'a appelé le libérateur, celui qui a brisé les chaînes de l'Amérique du Sud, un homme dont la destinée fut aussi éclatante que tragique. Ce soir, je t'invite à voyager dans le temps, à suivre la trajectoire d'une vie façonnée par les révolutions, les victoires, les trahisons et les espoirs brisés, une histoire où le souffle des batailles se mêle au parfum des fleurs tropicales, où les rêves se heurtent à la dure réalité des hommes. Allonge-toi, respire profondément et laisse-toi emporter dans cette fresque apaisante, car c'est dans la douceur de la nuit que les grands récits prennent vie. Simón Bolívar naquit dans la chaleur vibrante de Caracas, un jour de juillet de l'an 1783. La lumière du matin baignait les collines et la brise apportait avec elle le parfum du cacao et du café, richesse des terres vénézuéliennes. Sa famille appartenait à la haute société créole, ses descendants d'Espagnols nés en Amérique, riches propriétaires terriens mais privés des pleins droits que détenaient les élites de la métropole. Dès son enfance, Bolívar connut à la fois le confort matériel et l'ombre de la perte. Orphelin de père à l'âge de 2 ans, puis de mère avant ses 10 ans, il fut confié à la garde de tuteurs. Mais dans cette solitude précoce naquit une curiosité insatiable, une sensibilité aux injustices et un goût pour la liberté qui ne le quitterait jamais. Caracas, à cette époque, n'était pas seulement une ville coloniale paisible, c'était un carrefour où se croisaient rumeurs d'Europe, vents de révolte et mémoire des peuples natifs. Dans les ruelles pavées, sous les arcades blanches, on entendait parfois les esclaves chanter en travaillant, et ces voix portaient avec elles une mélancolie profonde, un écho d'un monde brisé. Simon, enfant, observait tout, le contraste entre les salons décorés de lustres et les cabanes de terre battue, la hiérarchie imposée par la couleur de peau, la distance froide des autorités espagnoles envers les habitants nés sur le continent. Très jeune, il comprit que la richesse de sa famille n'effaçait pas l'humiliation d'être considéré comme un sujet inférieur aux yeux de la couronne. Ses premiers maîtres furent des hommes éclairés, parmi lesquels Simón Rodríguez, pédagogue et philosophe, qui croyait en l'éducation comme moteur de transformation sociale. Rodríguez lui parlait de liberté, d'égalité, de droits universels. Il lui lisait les textes des Lumières, lui racontait les révolutions américaines et françaises et lui répétait que l'homme ne naît pas pour se soumettre, mais pour décider de son destin. Ces paroles semées dans le cœur d'un adolescent avide de sens germèrent lentement, nourris par ses voyages, à travers les paysages du Venezuela. Il aimait s'échapper à cheval, gravissant les collines pour contempler la mer scintiller à l'horizon ou se perdre dans la végétation luxuriante des vallées. Là, dans le silence des montagnes, il rêvait déjà de grands horizons, de peuples unis, de frontières abolies. Adolescent, Bolívar fut envoyé en Espagne pour parfaire son éducation selon la tradition des familles créoles aisées. Le voyage en mer fut pour lui une expérience initiatique. Durant les longues nuits sur le pont du navire, il levait les yeux vers les constellations et imaginait les continents comme des pages à écrire.
L'Europe l'accueillit avec ses palais, ses salons littéraires, ses rues bruissantes de langues diverses. À Madrid, il découvrit le raffinement de la cour, mais aussi les intrigues, les privilèges et les hypocrisies d'un monde figé dans ses hiérarchies. C'est là qu'il rencontra Maria Teresa del Toro, jeune femme noble et cultivée, avec laquelle il se maria. Leur union fut brève, mais intense. Peu après leur retour à Caracas, Maria Teresa mourut de la fièvre jaune, laissant Bolivar dévasté. Ce drame marqua une rupture profonde dans sa vie. Il jura de ne plus se remarier et chercha refuge dans les voyages et l'étude. Il retourna en Europe, parcourut la France, l'Italie, où un événement marquant se produisit. Au sommet du Mont Sacré, en Italie, il fit le serment solennel de consacrer sa vie à la libération de l'Amérique du Sud. Ce serment, prononcé dans un souffle sous un ciel clair et vaste, scella son destin. Inspiré par les idéaux de la Révolution française et l'exemple de Napoléon Bonaparte, dont il admirait alors l'audace avant de condamner plus tard l'autoritarisme, Bolivar rentra sur son continent avec une vision claire. L'Amérique devait être libre, unie et souveraine. Mais en cette fin du XVIIIe siècle, les colonies espagnoles semblaient encore solidement arrimées à la métropole. L'Espagne, affaiblie par ses guerres en Europe, ne voyait pas venir la tempête qui grondait dans les montagnes et les plaines. Bolivar, lui, savait que la route serait longue, semée de dangers et de trahisons, mais il sentait déjà au plus profond de lui que rien ne pourrait détourner le cours de l'histoire. Dans son esprit, les images se mêlaient, les visages des esclaves, les voix de ses maîtres éclairés, le souvenir de son amour perdu, le vent sur les cimes des Andes, le serment prononcé face à l'infini. Chacun de ces fragments formait le puzzle d'un destin prêt à s'élancer. Le jeune homme était encore inconnu du monde, mais en lui brûlait déjà la flamme qui allait embraser un continent tout entier. Et cette flamme, pour l'instant, ne demandait qu'à trouver son premier souffle de révolte. Lorsque Bolivar revint sur sa terre natale, l'Amérique du Sud commençait à frémir sous les vents de la révolte. Les nouvelles de l'Europe parlaient de guerre napoléonienne, d'un vieux continent en mutation, et ses échos résonnaient jusque dans les plantations, les marchés et les ports des colonies espagnoles. L'Espagne, occupée à défendre son propre sol contre l'invasion française, voyait son autorité s'effriter. Les créoles, cette élite locale dont Bolivar faisait partie, discutaient dans l'ombre de réformes, de droits et parfois d'indépendance. Dans les tavernes de Caracas, on échangeait à voix basse les mots interdits « liberté »,« république »,« souveraineté ». Bolivar, fort de son éducation européenne et du serment qu'il avait prononcé en Italie, se rapprocha de ces cercles patriotes. Il n'était pas encore le chef que l'on connaîtrait plus tard, mais déjà il portait en lui une énergie rare, un mélange de détermination et de vision qui captivait ses interlocuteurs. Sa première implication concrète dans la lutte se produisit lors des événements de 1810, lorsque la junte de Caracas proclama son autonomie vis-à-vis de l'Espagne. C'était le premier éclat d'une insurrection qui allait embraser le continent. Bolivar, alors capitaine dans la milice locale, fut envoyé en mission diplomatique à Londres pour obtenir un soutien. Là-bas, dans la brume de la capitale britannique, il rencontra Francisco de Miranda, figure déjà légendaire, vétéran de la Révolution française et précurseur de l'indépendance latino-américaine. Miranda, plus âgé, plus expérimenté, incarnait pour Bolivar à la fois un mentor et un avertissement. L'homme avait tenté par le passé de libérer le Venezuela et avait échoué. Leur rencontre fut intense, marquée par de longues discussions sur les idéaux, les stratégies
et la réalité impitoyable des guerres de libération. De retour au Venezuela, Bolivar participa aux premières campagnes militaires pour défendre la jeune république naissante. Les combats furent rudes, la population divisée, et l'armée royaliste, soutenue par l'Espagne, reprit rapidement le dessus. En 1812, la chute de Caracas força Bolivar à fuir en Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie. Mais cet exil devint pour lui une étape décisive. Il y écrivit le Manifeste de Carthagène, un texte clair et puissant dans lequel il analysait les causes de l'échec vénézuélien, l'indiscipline, la désunion, le manque de fermeté, et appelait à une guerre totale pour l'indépendance. Ces mots résonnèrent parmi les patriotes de Nouvelle-Grenade qui lui confièrent une petite armée. Ce fut le début de ce que l'histoire retiendrait comme la campagne admirable. Bolivar, avec une force modeste mais déterminée, traversa les Andes et libéra plusieurs villes jusqu'à entrer triomphalement à Caracas en 1813. La foule l'acclama comme le libérateur, titre qui allait le suivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais derrière les vivats, la guerre continuait de gronder. Les royalistes reprirent bientôt l'initiative et la violence atteignit un paroxysme lors de la terrible guerre à mort, où Bolivar décréta que tout Espagnol refusant de soutenir l'indépendance serait considéré comme ennemi et exécuté. Cette mesure extrême marqua un tournant. La lutte se durcissait et les idéaux se heurtaient à la brutalité des réalités militaires. Les années suivantes furent une succession de victoires éclatantes et de défaites amères. Bolivar perdit Caracas à plusieurs reprises, dut s'exiler à nouveau, trouver refuge en Jamaïque où il écrivit la Lettre de Jamaïque, un texte visionnaire où il décrivait une Amérique latine libre et unie, consciente de ses propres forces mais aussi de ses divisions. Dans ce document, il exprimait déjà ses craintes. Les peuples qu'il cherchait à unir pourraient bien, une fois libres, se fragmenter en nations rivales. Son exil le mena ensuite à Haïti, où le président Alexandre Pétion, lui-même issu d'une révolution victorieuse contre l'esclavage, lui offrit un soutien crucial, armes, munitions et hommes. En échange, Bolivar promit d'abolir l'esclavage dans les territoires qu'il libérerait. Ce pacte liait désormais son combat à une cause plus vaste encore, celle de l'égalité entre tous les hommes. Fort de ses appuis, il lança une nouvelle campagne, reprenant pied sur le continent et multipliant les victoires. Chaque bataille, chaque ville libérée renforçait son prestige, mais aussi la complexité de sa mission, car Bolivar n'était pas seulement un général, il devait être diplomate, législateur, visionnaire. Il rêvait d'une grande confédération sud-américaine, unie dans ses lois et ses institutions, capable de rivaliser avec les puissances du monde. Mais ce rêve, immense et fragile, exigeait non seulement de vaincre l'Espagne, mais aussi de dépasser les jalousies locales, les ambitions personnelles et les fractures sociales héritées de siècles de colonisation. La guerre pour l'indépendance avançait, mais déjà, dans les ombres des bivouacs et des palais, se tissaient les tensions qui marqueraient la chute du libérateur. Les années qui suivirent virent Bolivar atteindre le sommet de sa gloire militaire. Après avoir consolidé ses positions au Venezuela et en Nouvelle-Grenade, il lança l'une des campagnes les plus audacieuses de l'histoire, la traversée des Andes pour libérer la vice-royauté du Pérou, cœur du pouvoir espagnol en Amérique du Sud. C'était en 1820 et cette expédition semblait presque insensée. Les montagnes dressaient devant lui leurs murailles de pierre et de glace. Les cols étaient battus par des vents cinglants et les sentiers à peine tracés serpentaient entre des précipices vertigineux. Pourtant, Bolivar savait que frapper au Pérou signifiait briser l'épine dorsale de la domination espagnole.
Ses troupes, un mélange hétéroclite de vétérans aguerris, de jeunes recrues et de volontaires venus de plusieurs provinces, avançaient lentement, épuisés par l'altitude, mais galvanisés par l'idée de libérer un continent. Les nuits glaciales étaient passées sous des toiles de fortune, autour de feux vacillants, où les hommes partageaient du maïs grillé et des récits de leurs foyers lointains. Bolivar, malgré sa position de chef, partageait les rudes conditions de ses soldats, encourageant les plus faibles, levant lui-même les yeux vers le ciel clair où scintillaient les étoiles comme autant de promesses à tenir. Après cette épreuve, la victoire de Junin, puis celle décisive d'Ayacucho en 1824, scellèrent la fin de l'Empire espagnol sur le continent sud-américain. Les plaines et les vallées résonnaient du mot liberté, et Bolivar, désormais à la tête d'un immense territoire, voyait son rêve prendre forme. De la Colombie à l'Équateur, du Venezuela au Pérou, jusqu'à la création de la Bolivie qui porta son nom, il incarnait plus qu'un homme, un symbole vivant. Dans les capitales, on organisait des célébrations, on érigeait des arcs de triomphe et les foules acclamaient le libérateur. Pourtant, sous cette lumière éclatante, des ombres grandissaient. Gouverner un territoire si vaste était un défi colossal. Les provinces, bien que libérées de la tutelle espagnole, restaient marquées par des différences profondes de culture, d'économie et de vision politique. Bolivar, persuadé qu'une union forte était la seule garantie de survie face aux puissances étrangères, imposa des constitutions centralisées, parfois en contradiction avec les aspirations locales. Ce fut le cas en Bolivie, où il introduisit une constitution inspirée de modèles européens, concentrant beaucoup de pouvoir entre les mains de l'exécutif, ce qui suscita méfiance et opposition. De plus, les rivalités entre ces généraux commençaient à miner la cohésion de l'armée. Antonio José de Sucre, son fidèle allié, restait un pilier de son autorité, mais d'autres, comme Santander en Colombie, défendaient des idéaux fédéralistes et voyaient d'un mauvais œil la vision centralisatrice de Bolivar. Les débats dans les assemblées devenaient houleux, et les journaux, désormais libres, critiquaient ouvertement certaines décisions du libérateur. À mesure que les années passaient, Bolivar se retrouvait pris dans un tourbillon politique qui l'éloignait des champs de bataille, là où il avait forgé sa légende. Les banquets officiels remplaçaient les bivouacs, les discours politiques se substituaient aux ordres de marche, et il sentait dans les regards de certains que l'admiration faisait place à la défiance. Son idéal d'une Amérique unie, qu'il appelait la Grande Colombie, commençait à se fissurer. Les provinces de Quito, Bogota et Caracas, au lieu de se rapprocher, s'éloignaient, chacune revendiquant ses intérêts propres. Des soulèvements locaux éclataient, non plus contre l'Espagne, mais contre le pouvoir central incarné par Bolivar lui-même. C'était une blessure profonde pour cet homme qui avait risqué sa vie pour unir ses terres. Dans les rares instants de solitude, il se rappelait ses serments de jeunesse et se demandait si le destin n'était pas en train de se refermer sur lui comme un piège. Pourtant, il persistait, multipliant les voyages à cheval entre les capitales, tentant de calmer les tensions, usant de son prestige pour éviter la fragmentation, mais l'histoire avançait inexorablement et l'apogée du libérateur n'était déjà plus qu'une étape sur la pente glissante qui menait à sa chute. Au cœur des années 1820, Bolivar n'était plus seulement un général victorieux, il était devenu un chef d'État entouré de tensions grandissantes. La Grande Colombie, son rêve d'une vaste république unifiée regroupant la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panama, se trouvait miné par des forces centrifuges. Dans les provinces, les populations qui avaient accepté l'autorité centrale par nécessité militaire
commençaient à réclamer davantage d'autonomie. Les paysans, lassés par des années de guerre, voulaient retourner à leurs terres et échapper aux réquisitions. Les élites locales, méfiantes, craignaient que Bolivar impose un pouvoir trop fort depuis Bogota. Les idéaux de liberté se heurtaient à la réalité complexe d'un territoire vaste et hétérogène. Les affrontements idéologiques avec Francisco de Paula Santander, vice-président et figure du courant fédéraliste, devinrent de plus en plus aigus. Santander prônait un système où chaque province disposerait d'une large indépendance, tandis que Bolivar, convaincu que la fragmentation mènerait au chaos, défendait une autorité centrale forte. Les débats dans les assemblées dégénéraient parfois en cris, et les journaux, libérés du joug colonial, devenaient de véritables tribunes politiques où l'on attaquait sans retenue la personne même du libérateur. Les accusations de dérive autoritaire se multipliaient, nourries par la constitution bolivienne qui accordait au président un mandat à vie avec le pouvoir de désigner son successeur. Dans le même temps, les finances de l'État se trouvaient exsangues. Les guerres d'indépendance avaient laissé les campagnes ruinées, les routes dégradées et le commerce affaibli par des années de blocus et de combats. Pour lever des fonds, Bolivar imposa de nouvelles taxes qui alimentèrent le mécontentement. Les opposants, fédéralistes ou simplement déçus par l'évolution du régime, commencèrent à comploter dans l'ombre. L'hostilité atteignit son paroxysme lors de la conspiration dite de septembre 1828. Cette nuit-là, alors que Bolivar se reposait dans le palais présidentiel de Bogota, un groupe armé tenta de l'assassiner. Prévenue à temps, sa compagne Manuela Sáenz joua un rôle décisif en le réveillant et en l'aidant à s'échapper par une fenêtre. Cet épisode renforça sa méfiance envers ses adversaires et l'incita à concentrer davantage de pouvoir entre ses mains. Il suspendit les assemblées, gouverna par décret et prit des mesures pour museler l'opposition. Mais chaque décision autoritaire éloignait un peu plus l'adhésion populaire. Bolivar, qui avait libéré des nations entières, se retrouvait accusé par certains de vouloir enchaîner la liberté à son propre nom. Les provinces de la Grande Colombie commencèrent à se désagréger. Le Venezuela déclara sa séparation en 1829, suivi peu après par l'Équateur. Les discours enflammés qui avaient jadis rassemblé les peuples ne suffisaient plus à panser les divisions. Dans ses lettres, Bolivar exprimait un mélange de fatigue et de lucidité. Il écrivait que gouverner l'Amérique, c'était comme labourer la mer, un effort immense condamné à disparaître dans le flot des passions et des intérêts contraires. Les troubles politiques se doublaient d'une santé déclinante. Depuis des années, il souffrait de douleurs persistantes, de toux violentes, et les médecins suspectaient une tuberculose. Pourtant, il continuait de voyager, de négocier, de tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Ses amis les plus proches, comme Sucre, lui conseillaient de se retirer, mais Bolivar, fidèle à son serment de jeunesse, refusait d'abandonner tant que l'idéal d'unité n'était pas totalement éteint. Cependant, il sentait que le temps jouait contre lui. Ses anciens compagnons d'armes se disputaient désormais des territoires, des titres et des influences. L'Espagne, bien qu'officiellement vaincue, conservait des partisans dans l'ombre, et les puissances étrangères observaient avec intérêt la désunion croissante, prête à intervenir pour défendre leurs propres intérêts commerciaux. Bolivar se trouvait ainsi au centre d'un jeu politique complexe où il n'avait plus la liberté d'action d'autrefois. Ses ennemis l'accusaient de trahir la République, ses alliés de ne pas aller assez loin dans ses réformes. Cette position intenable, usante, allait bientôt le pousser vers la sortie. L'homme qui avait franchi les Andes, qui avait défié les empires, se retrouvait prisonnier des murs invisibles de la politique et des rancunes humaines. La gloire naguère éclatante commençait à se ternir sous la poussière des intrigues
et des échecs. L'année 1830 marqua le début du dernier acte pour Simon Bolivar. Affaibli physiquement, isolé politiquement, il comprenait que son rêve de grande Colombie s'effondrait irrémédiablement. Les provinces qui avaient marché ensemble contre l'Espagne se séparaient désormais avec la même ferveur qu'elles avaient mise à combattre. Caracas, sa ville natale, lui était devenue étrangère, dominée par des factions qui voyaient en lui un obstacle plutôt qu'un héros. Bogota n'était plus le centre d'un pouvoir respecté, mais le théâtre d'intrigues et de manœuvres qui le visaient directement. En janvier, il annonça son intention de quitter la présidence et de s'exiler, espérant que son départ apaiserait les tensions. Mais l'effet fut inverse. Ses adversaires y virent une preuve de faiblesse et accélérèrent leurs efforts pour effacer son influence. Les journaux publièrent des pamphlets cinglants, le présentant comme un tyran déchu, un homme qui avait trahi ses propres idéaux. Bolivar, malade, lisait ces lignes en silence, conscient que la gloire militaire ne protégeait pas de l'ingratitude. Ses journées étaient rythmées par une toux persistante, des accès de fièvre et une fatigue qui le clouait souvent au lit. Pourtant, dès qu'il en avait la force, il recevait encore diplomates, généraux et envoyés, tentant de préserver un semblant d'unité. Mais ses paroles, jadis capables d'enflammer des armées, semblaient désormais se perdre dans un vent contraire. La mort tragique d'Antonio José de Sucre, assassiné en juin 1830, acheva de briser le peu d'élan qui lui restait. Sucre avait été son plus fidèle allié, un compagnon de route depuis les premières campagnes, et sa disparition isolait encore plus Bolivar dans un paysage politique hostile. Les nouvelles du Venezuela et de l'Équateur confirmaient la désagrégation définitive de la Grande Colombie. Bolivar prit alors la décision de quitter Bogota pour rejoindre la côte Caraïbe et s'embarquer vers l'exil, peut-être en Europe. En mai, il entama ce voyage lent et pénible, traversant les plaines et les rivières de la Nouvelle-Grenade. Les villages qu'il traversait étaient parfois accueillants, parfois hostiles. Dans certains, on se souvenait encore du libérateur avec gratitude. On lui offrait du pain et de l'eau fraîche. On récitait des prières pour sa santé. Dans d'autres, on l'accueillait avec indifférence, voire méfiance, comme si sa présence rappelait des promesses non tenues. Ce contraste pesait lourdement sur son esprit. Sur les routes, il méditait sur les années passées, revoyant les visages de ses compagnons tombés au combat, les villes libérées dans l'euphorie, les discours enflammés sur l'unité et la liberté. Il savait qu'une part de son rêve survivrait dans la mémoire collective, mais il comprenait aussi que l'histoire immédiate le peindrait sous des couleurs plus sombres. Arrivé à Santa Marta, petite ville côtière alors sous contrôle espagnol mais pacifique, il trouva refuge dans la quinta de San Pedro Alejandrino, une hacienda entourée de jardins et de palmiers. Là, dans cette demeure isolée, il passa ses derniers mois. Ses forces déclinaient rapidement. La tuberculose, aggravée par des années d'efforts physiques et de privation, consumait son corps. Il recevait encore quelques visiteurs, écrivait des lettres, dictait ses pensées sur l'avenir du continent, appelant à l'union, avertissant contre les dangers des divisions, mais il savait que ces paroles seraient sans doute ignorées par les hommes qui se disputaient déjà les fragments de son œuvre. Le climat chaud et humide, la brise salée venant de la mer, la lumière dorée du soir qui filtrait à travers les feuilles de manguier donnait à ces derniers jours une atmosphère irréelle, presque suspendue hors du temps. Les nuits, il écoutait le murmure des vagues au loin, se souvenant du jeune homme qu'il avait été, contemplant les étoiles sur le pont d'un navire en route vers l'Europe. Le cycle de sa vie semblait se refermer,
comme une boucle que l'histoire traçait inexorablement. Et tandis que son corps s'affaiblissait, son esprit, lui, continuait d'errer sur les routes des Andes, parmi les armées en marche, dans les plaines infinies de l'Orénoque, porté par un idéal qu'aucune défaite politique ne pouvait vraiment éteindre. Le 14 décembre 1830, à Santa Marta, la chaleur douce d'un matin tropical enveloppait la petite ville côtière. Les palmiers, immobiles dans l'air lourd, semblaient figés dans une attente silencieuse. Dans la quinta de San Pedro Alejandrino, une hacienda blanche aux murs épais, protégée par des jardins luxuriants, un homme se mourait. Simon Bolivar, le libérateur des Amériques, gisait dans une chambre claire, allongé sur un lit simple couvert de draps légers. La lumière du soleil, tamisée par les volets de bois, dessinait des raies dorées sur le sol en carreaux d'argile. Autour de lui, quelques fidèles murmuraient, marchant à pas feutrés, tandis que le bruit lointain des vagues se mêlait au chant des oiseaux. Chaque respiration du malade semblait un combat. Depuis des semaines, la toux creusait sa poitrine et la fièvre lui volait ses forces. Les médecins, impuissants, parlaient de tuberculose, cette maladie qui ne pardonne pas. Bolivar savait que son corps s'éteignait, mais son esprit, encore alerte par instants, s'évadait dans les méandres de ses souvenirs. Dans ces derniers jours, il se surprenait à revivre les étapes de son existence. Il revoyait l'enfant qu'il avait été, courant dans les collines parfumées de cacao de Caracas, puis le jeune homme rêvant sous les ciels étoilés d'Espagne et d'Italie. Il se rappelait le sommet du Mont Sacré, où il avait juré de consacrer sa vie à libérer l'Amérique. Les visages de ses compagnons revenaient un à un, Sucre, Miranda, Paez, Santander, et tant d'autres, amis ou adversaires, tous acteurs d'une épopée qui avait façonné le destin d'un continent. Entre deux quintes de tout, il murmurait parfois des phrases qui mêlaient lucidité et amertume. On dit qu'il aurait déclaré que l'Amérique était ingouvernable et qu'il avait labouré la mer, image poignante de l'effort vain. Mais dans le regard qui s'attardait sur la lumière filtrant par les volets, il y avait aussi une sérénité nouvelle, comme si le poids de ses responsabilités glissait peu à peu loin de lui. Ses dernières conversations furent empreintes de conseils pour l'avenir. Il mettait en garde contre les divisions, implorait que les nations issues de la libération ne s'engloutissent pas dans des guerres fratricides. Il rappelait l'importance de la liberté, non comme un simple mot, mais comme une flamme qu'il fallait entretenir. Ces paroles, couchées sur le papier par ses proches, résonneraient bien après sa mort, même si à ce moment précis, elles semblaient se perdre dans le vent chaud de la mer des Caraïbes. Le 14 décembre, alors que le jour déclinait, Bolivar sentit ses forces l'abandonner. La respiration se fit plus lente, les battements de son cœur plus espacés. Dans le silence de la chambre, on entendait seulement le froissement des feuilles au dehors et le murmure lointain des vagues. Son visage, marqué par les années de guerre, s'apaisa peu à peu, puis, comme une flamme qui vacille avant de s'éteindre, il rendit son dernier souffle. Le libérateur avait quitté ce monde. La nouvelle se répandit rapidement sur le continent. Dans certaines villes, on sonna les cloches et l'on organisa des cérémonies en sa mémoire. Des foules endeuillées défilèrent, portant des portraits et des drapeaux, rappelant les batailles victorieuses et les sacrifices endurés. Dans d'autres régions, l'annonce fut accueillie dans l'indifférence, voire avec soulagement par ceux qui voyaient en lui un chef autoritaire plutôt qu'un héros. Mais, qu'on l'admire ou qu'on le critique, nul ne pouvait nier que Bolivar avait changé le cours de l'histoire. Dans les années qui suivirent, son image se transforma. Le temps,
impitoyable mais aussi magnanime, effaça certaines rancunes et magnifia ses exploits. On érigea des statues à son effigie, son nom fut donné à des places, des avenues, des écoles. Les écoliers apprirent par cœur ses discours, les soldats jurèrent fidélité à sa mémoire, des poètes célébrèrent le cavalier franchissant les Andes, des orateurs politiques invoquèrent son héritage pour inspirer ou justifier leurs actes. Pourtant, derrière les symboles officiels, l'homme réel restait plus complexe. Bolivar n'était pas qu'un guerrier victorieux, il avait été stratège, diplomate, législateur, mais aussi un être de chair et de sang, capable d'élan de générosité comme de décisions impitoyables. Il avait rêvé d'une union durable et constaté, dans ces dernières années, l'échec de ce projet. Et c'est peut-être cet échec qui, paradoxalement, le rendait encore plus humain aux yeux de la postérité, car le libérateur avait montré que même les plus grands idéaux se heurtent à la nature des hommes et aux forces contraires de l'histoire. Aujourd'hui encore, lorsqu'on prononce son nom, il évoque à la fois la gloire et la tragédie. On imagine les défilés triomphaux dans les rues libérées, mais aussi l'exil amer vers la côte Caraïbe. On voit les cartes d'un continent redessiné et derrière elles, un homme qui jusqu'à son dernier souffle voulut croire que la liberté valait tous les sacrifices. Peut-être que dans le silence d'une nuit étoilée, si l'on ferme les yeux et qu'on écoute, on peut entendre au loin le galop d'un cheval sur les sentiers des Andes, le cliquetis d'un sabre contre une botte, et une voix grave qui murmure encore « Unis, nous serons invincibles, divisés, nous tomberons ». Ainsi s'achève le voyage de Simon Bolivar, fleuve puissant qui a laissé sur ses rives autant de fleurs que de pierres et dont les eaux continuent de couler dans la mémoire des peuples. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.